Frédéric Schütz, comme l'a dit Clara, je viens là avec de retour. Je viens là avec deux casquettes. Donc la journée, je partage mon temps entre la faculté de biologie et médecine, côté biologie, où je suis maître d'enseignement et de recherche en statistique, et l'Institut suisse de bioinformatique, où je suis statisticien. Et la nuit, parmi diverses activités de hobby, je suis un des contributeurs d'encyclopédie Wikipédia, et je suis un des membres du comité d'association Wikimedia CH, qui existe depuis 8 ans, qui promeut Wikipédia et tous les projets associés en Suisse. Alors, l'avantage de passer en troisième, il y en a deux. Le premier, c'est que le terrain a déjà été bien débroussaillé, je n'ai pas besoin de vous donner les bases. Et puis, j'ai noté tout plein de choses sur lesquelles je peux rebondir. Alors, il y a tout plein de choses sur lesquelles je ne vais pas rebondir. On a parlé de Big Data, qui est vraiment en plein dans le domaine des statistiques. On a parlé de reproducibilité. Clara vient de le mentionner, où on disait les gens qui refont des expériences, qui trouvent des résultats différents. En statistique, on observe des choses qui sont encore pires, où on reprend les données de quelqu'un et on les réanalyse, donc les mêmes données biologiques, et on trouve quand même des résultats totalement différents. C'est un domaine à la fois fascinant et totalement déprimant, parce qu'il y a beaucoup de boulot à faire. En fait, ce que je pensais vous parler ce soir, comme je disais, comme on a déjà parlé de ce que c'est l'open access, on a déjà pas mal détaillé à quoi c'est utile pour les chercheurs. Je pensais essayer d'aller de façon très concrète, en disant oui, on est d'accord, l'open access, à peu près tout le monde est d'accord, c'est bien pour la société, c'est bien en général, mais je voulais vous donner quelques exemples les plus concrets possibles de réutilisation de contenu open access et pourquoi, dans certains cas, c'est important. J'essaierai aussi de me rapporter à certaines choses qui ont été dites avant. Donc il y a des exemples aussi. Clara avait montré ces deux petites brochures qui parlaient de la personne qui voulait faire de la recherche, qui n'était plus dans le monde académique. Je pense que c'est un exemple parfait vu le lieu où on est, où l'accès aux publications en dehors du milieu scientifique est important. On a parlé du journaliste. Le journaliste qui a aussi pas mal de problèmes à avoir des accès. Je voulais juste rajouter un ou deux autres exemples que j'expérimente quotidiennement. Le premier, c'est toutes les startups, toute la partie d'innovation. Si vous prenez l'EPFL ici, l'EPFL a tout un quartier d'innovation avec des startups, en particulier dans le milieu de la biologie. Celles-ci sont très subtilement, c'est peut-être pas le bon mot, mais placées du point de vue informatique en dehors du réseau de l'EPFL, de telle sorte qu'elles n'accèdent pas aux abonnements. Et pour les personnes qui sont dans ces boîtes, qui ne font pas de la recherche, mais qui font du développement, donc on besoin de beaucoup d'accès aux journaux pour juste vérifier des infos, il est impossible de payer les 30$ demandés pour chaque publication à laquelle on veut accéder. Et encore une fois, Clara a dit un exemple que je trouve très intéressant. Elle disait, si vous cherchez des infos sur PubMed, vous voyez un article, vous voyez l'abstract, vous pouvez aller voir un peu plus en détail le matériel et méthodes, et puis une fois que vous avez commencé à lire, 2/3 de ces articles sont pourris, vous ne pouvez pas vous permettre de mettre 30 balles dans chaque article juste pour vous dire finalement il ne m'intéresse pas. Donc mon expérience personnelle, alors je suis un peu biaisé parce que ma femme travaille dans une telle entreprise, c'est en moyenne 1 à 2 papiers par jour qu'on me demande en disant on aurait besoin de ça, est-ce que tes pouvoirs magiques universitaires nous permettraient de les avoir? Mais j'ai parlé avec plusieurs de mes collègues qui m'ont dit oui, c'est notre lot à tous d'avoir des amis dans le monde de l'innovation qui, alors voilà, on peut utiliser tous les buzzwords de l'innovation, de la création de richesse, de la matière grise qui est la force de la Suisse. On a ces boîtes qui sont empêchées de travailler parce qu'elles ne peuvent pas se payer les abonnements à elles toutes seules, elles ne peuvent pas accéder aux données. Et qu'est-ce qui se passe? C'est en fait on a un gros système de violation du droit d'auteur. J'ai aucun souci avec cette partie-là, vu que les droits des vrais auteurs, les auteurs scientifiques à la base, ne sont pas un souci, c'est ceux des éditeurs qui posent problème, donc j'ai aucun problème éthique avec ça, mais où on a des transferts massifs en violation du droit d'auteur dans ces cas-là. Deux autres exemples qui sont très concrets et qui sont peu souvent mentionnés. D'abord, il y avait tous les enseignants du secondaire, qui sont des gens qui sont extrêmement bien formés, qui ont au moins une licence universitaire, qui sont parmi les plus importants relais des sciences dans la société citoyenne, pour les citoyens de demain, qui sont des gens, alors on a tous eu des enseignants au secondaire qui sont soit
des gens pas motivés qui font le même cours depuis 20 ans, soit des gens qui nous ont ouvert les yeux sur un sujet. Je veux dire, j'ai choisi ma formation universitaire à cause d'une enseignante au niveau du gymnase, / collège, / lycée, suivant d'où vous venez. Et ça, c'est des gens qui ont à cœur de vous montrer, par exemple, que la biologie est quelque chose de vivant, que la biologie bouge, qui maintenant vous disent, regardez ces dernières nouvelles, ce qui a été publié, voilà les articles, voilà des photos qui viennent des articles auxquels ils n'ont aucun accès. Donc ces gens, dans un sens, sont des gens qui ont fait des études en biologie il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, et qui n'ont pas accès à des informations plus récentes pour leur cours. Et là, il y a quelque chose, du point de vue, si on veut parler d'éducation citoyenne, de très important concernant l'open access. Un autre exemple qu'on oublie souvent, c'est les familles des patients. Alors il y en a beaucoup moins pour les enseignants du gymnase, mais c'est des gens qui souvent n'ont aucune connaissance scientifique, mais qui se retrouvent, malgré eux, un enfant qui a une maladie rare, et ils ont une motivation tout d'un coup énorme pour dire j'ai envie de tout apprendre sur ce sujet, on va commencer par des choses faciles, et qui se retrouvent souvent sans aucun accès aux articles scientifiques. Certains des grands éditeurs, j'ai vu récemment, ont lancé des initiatives pour l'accès aux patients aux articles qui montrent qu'il y a bien intérêt sur ce sujet. Dans la famille de ma femme, il y a un de ses petits cousins qui a une certaine forme de thalassémie, s'est trouvé une fois, ils ont fait partie d'une étude universitaire, toute la famille, et ils n'ont jamais eu accès au papier final qu'on leur a retrouvé, qu'on a commenté avec eux, où on voit le pédigré de la famille dedans, on retrouve qui est qui. C'est des choses qui intéressent ces gens, qui ne sont pas du tout scientifiques, qui bénéficieraient d'open access, mais qui n'ont pas accès la plupart du temps. Donc ça, je pense que c'est juste quelques exemples en dehors académique qui, je pense, sont intéressants, justifient l'open access de façon concrète et utile. Ce sur quoi je voulais insister comme exemple un petit peu plus poussé, c'était de donner un exemple concret, et là, je crois, et Isabelle et Clara l'ont mentionné, de ne pas parler que de la liberté d'accès et de la gratuité, qui sont des choses importantes, mais de parler de la liberté de réutiliser le contenu. Je crois que vous l'avez mentionné en tout cas spécifiquement. C'est aussi quelque chose dont on parle beaucoup, mais des fois ça donne l'impression que c'est un grand principe, c'est-à-dire ah mais c'est cool, on pourra le réutiliser, s'il y a les données, on pourra les réanalyser. Soyons francs, tu l'as mentionné aussi, c'est difficile d'avoir de l'argent pour réanalyser des données de quelqu'un d'autre, on a fait peu de l'argent pour faire des nouvelles choses, donc souvent ça reste un vœu pieux. Oui, on aimerait bien utiliser cette masse de données qui est disponible, mais on ne peut pas le faire. Et je vais profiter de ma double casquette académique et Wikipédia pour vous donner en 2 mots comment Wikipédia dépend de l'open access pour fournir des informations à tout le monde. Alors, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous demander qui connaît Wikipédia, je vais juste faire 2 sondages pour savoir qui a utilisé Wikipédia aujourd'hui. Ok, à peu près une petite moitié. Qui a déjà fait des modifications sur Wikipédia, pas forcément aujourd'hui, n'importe quand? Excellent, c'est plus que permis. Ok, donc vous avez une petite idée. Donc Wikipédia, on sait que c'est du contenu qu'on peut accéder gratuitement, on sait que c'est collaboratif. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est à quel point on peut facilement modifier quelque chose. Il n'y a pas besoin de créer un compte, il n'y a pas besoin d'être approuvé, il n'y a pas besoin que quelqu'un valide ce qu'on a fait avant que ce soit publié. C'est vraiment un modèle qui est très ouvert. Une chose qui est moins connue, c'est que Wikipédia est aussi accessible, pas seulement gratuitement, mais sous une licence libre. Donc vous pouvez reprendre le contenu de Wikipédia, le modifier, le réutiliser, le vendre. Il n'y a quasiment pas de limitation à part, en gros, de citer les auteurs originaux. Donc Wikipédia, ce n'est pas censé être une source primaire. Ce n'est pas la source dans laquelle un scientifique va aller, ce n'est pas une plateforme de micropublication dans laquelle quelqu'un va venir et dire « Regardez ce truc cool que je viens de faire ». On a beaucoup de soucis à expliquer ça aux gens. On frustre beaucoup de gens en leur disant « C'est super sympa votre théorie, mais ça n'a rien à faire chez nous. Publiez-la quelque part, peer review dans un endroit réputé, et après on la mettra chez nous. » Donc le but est vraiment de prendre des informations, des sources secondaires. Pour vous donner une anecdote récente, il y a un Genevois physicien, j'ose pas dire amateur, je ne le connais pas, qui a écrit récemment à Olivier Dessibourg, qui est le responsable de la rubrique Science au journal Le Temps,
pour dire regardez, voilà mon papier que j'ai auto-publié sur le web qui est vraiment cool, je me tiens à votre disposition si vous voulez en parler dans votre journal. Et d'ailleurs, Wikipédia s'est intéressé à lui, regardez à quel point c'est cool. Et Olivier, qui est un très bon ami avec qui je collabore, il a répondu en me disant ah oui d'accord, mais à part Wikipédia, qu'est-ce qu'il y a? Et il m'a mis en copie. Et le temps que je regarde, j'ai dit bah voilà, c'est ce qu'on appelle original research, quelqu'un qui vient publier ses idées. Je crois que 5 minutes après, c'était tagué comme à effacer si on n'a pas de source, et puis 2 heures après, ça avait disparu. Donc Wikipédia, c'est quelque chose pour lequel on a besoin de sources. Vous venez pas publier les théories scientifiques, vous pouvez rapidement comprendre pourquoi, parce qu'on a beaucoup de gens, il y a plusieurs scientifiques, peut-être même la majorité dans le groupe qui sont scientifiques ici, qui sont de bonne foi et qui veulent faire de la bonne science. On a aussi toutes les théories du complot, toutes les théories à la foireuses sur à peu près tous les sujets de l'univers qui sont publiés là. Donc on a besoin de sources. Mais où est-ce que nos contributeurs vont les trouver? On est de nouveau dans le problème de l'accès aux publications. Donc, ne serait-ce que pour créer Wikipédia, on est dans la même problématique que les startups, que les journalistes, que les enseignants, les familles de patients. Il faut avoir l'accès à l'information. Ça, c'est une chose. Maintenant, ça, on peut encore se débrouiller. On a des amis dans le monde académique qui nous font suivre les papiers, ça marche à peu près. Maintenant, Wikipédia n'a pas vocation à tout recréer. Si quelque chose existe et est fourni sous une licence libre, on va dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne le réutilise pas? Puisque de toute façon, on va tout fournir sous une licence libre après. Donc Wikipédia a plusieurs centaines d'articles, dont une partie du texte, ou une grande partie du texte, une introduction, une explication, a été reprise directement d'un article qui avait été publié en open access. On a parlé, il y avait une question tout à l'heure, on a parlé de paternité des travaux. Wikipédia, pour ceux qui ont déjà utilisé, vous savez qu'on a un excellent système d'historique qui nous permet de savoir exactement qui a mis quelle information. Donc on garde trace en disant ce paragraphe, on l'a pris dans telle revue, ce bout de paragraphe, ces phrases viennent de ici ou de là, et ça nous donne des articles qui sont meilleurs, qui viennent de sources qui sont bonnes, qui sont référencées, qui sont peer-reviewed, et quelqu'un n'a pas besoin de refaire le travail. Maintenant ça reste la partie facile. Écrire du texte, il n'y a pas n'importe qui peut le faire, il faut s'intéresser au domaine, il faut aimer écrire, il faut savoir écrire, mais c'est quelque chose où, si vous venez, vous allez complètement louper la recherche quand elle a été publiée, vous pouvez revenir, vous trouvez du texte, vous écrivez quelque chose, vous accédez aux articles, aux sources, et puis vous pouvez écrire un texte sur n'importe quoi. De la même façon, sur un sujet historique, il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui étaient présents pendant, disons, la Première Guerre mondiale, mais nos contributeurs Wikipédia peuvent quand même écrire des articles sur ce sujet en utilisant des sources. Quelque chose qui nous pose beaucoup plus de soucis, c'est tout ce qui est média. Comment illustrer un article? On ne peut pas, avec toute notre bonne volonté, demander à un photographe de faire une photo pour un événement déjà passé. Un photographe ne peut pas inventer une photo d'un prise au microscope s'il n'a pas accès au matériel. Du côté de l'association Wikimedia CH, c'est une des choses sur lesquelles on met quelques moyens, c'est de favoriser pour nos photographes bénévoles l'accès à du matériel, à des événements, à payer les frais de transport pour les endroits, pour pouvoir illustrer nos articles. Et c'est là pour nous, l'open access est le plus important et la possibilité de réutiliser le contenu est la plus importante, parce que tous ces papiers qui sortent en open access, ils ont des jolis graphiques, ils ont des photos de différentes choses qui sont super pour illustrer nos articles. Je prends un exemple d'un article de vulgarisation que j'avais écrit sur un exemple de parasitage où une guêpe parasitait une coccinelle pour en faire un garde du corps pour ses larves. Il y avait un article avec des superbes photos, vous voyez la coccinelle, la larve qu'elle tient dans ses bras pour la protéger. Celui-là n'était pas open access, mais c'est des photos sur lesquelles, si l'article est en open access, on se jette dessus pour dire voilà quelque chose de super pour mettre dans Wikipédia. Donc là, on a littéralement plusieurs milliers de médias, on a un sous-projet dédié à l'open access, on a eu des gens qui ont fait leur métier, ils ont été payés comme on appelle ça Wikipedian in Residence, des gens qui sont payés avec divers financements pour aller dans une institution, pour comprendre comment ces institutions fonctionnent et pour leur expliquer comment Wikipédia fonctionne. Et on a eu un Wikipédia en résidence dans le monde open access, donc discuter avec des institutions qui s'est déplacé et qui maintenant travaille sur le projet comme bénévole à collecter des photos, à collecter des vidéos, à collecter des enregistrements sonores
qui vont enregistrer nos articles. Je finis juste et puis on fait les questions d'un coup. Sinon je me pose. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. À l'inverse d'écrire des textes, on ne peut pas inventer une photo d'un organisme pris au microscope. C'est pas quelque chose qu'on peut faire. On a absolument besoin que, et on boucle la boucle, que la recherche qui a été payée par l'argent public donne des résultats qui soient utilisables, par exemple dans Wikipédia. Juste pour vous donner une idée, ça donne un peu de vertige. Wikipédia, c'est 500 millions d'utilisateurs uniques par mois, c'est 20 milliards de pages vues par mois. En Suisse, ça c'est au niveau mondial, en Suisse c'est un petit peu plus comme on est connecté. C'est pour la plupart des gens, après Google, chaque fonds de recherche dans Google, un des premiers liens c'est Wikipédia, ce sera leur premier endroit où ils trouveront pas des références mais de l'information. Donc pour nous c'est important que cette information elle soit là et qu'elle soit disponible pour les gens qui la veulent. Donc pour moi ça c'est vraiment un exemple ultra concret de comment ce qui est sous l'open access est réutilisé pas que pour les spécialistes, mais pour le grand public aussi. Et puis juste pour boucler la boucle, deux petites choses en conclusion. La première chose, c'est que l'information va dans les deux sens. Il y a 2-3 semaines, on a eu, je ne crois pas que c'est la première fois, mais ça a été présenté comme une des premières fois, un article Wikipédia qui a été repris par 4 contributeurs qui sont aussi médecins, qui l'ont repris, qui l'ont vérifié et qui l'ont publié dans la revue Open Medicine. Donc l'article est publié avec le titre, c'est sur la dengue, donc cette fièvre tropicale, dengue fever, avec le nom des 4 auteurs, plus une note de bas de page pour dire, plus les, je ne sais plus combien, 580 auteurs qui ont participé à la page Wikipédia. Et la page Wikipédia est devenue une review sur ce sujet, avec tout, introduction, mode de transmission, symptômes, traitement, etc., qui est devenu un article peer-reviewed derrière. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est important que les échanges, dans tous les cas, ne soient jamais à sens unique, mais qu'il y ait des choses qui aillent dans les deux sens, et je trouve ça extrêmement prometteur. Dernière chose, on parlait du FNS. Le FNS, le Fonds national suisse de la recherche scientifique, est aussi extrêmement intéressé par ces questions. Il y a des implications politiques très intéressantes dont vous ne doutez peut-être pas. Si je vous parle de la votation du 9 février, donc les instances dirigeantes du FNS passent leur temps maintenant à Berne pour expliquer à la Confédération pourquoi, alors je ne vais pas rentrer dans la partie politique, mais pourquoi pour la science, une bonne partie de la libre circulation des personnes est très importante pour qu'on puisse avoir une circulation des personnes. Et un message qu'ils ont eu des parlementaires, c'est mais vous êtes tous les scientifiques, on ne vous voit pas. On ne voit pas ce que vous faites quand vous ne justifiez pas à quel point vous en auriez besoin. Et c'est dans la réflexion du Fonds national d'ajouter de plus en plus à leur projet des composantes grand public, des composantes diffusion de l'information. Ils le font déjà avec des projets particuliers. Il y a toute une série de projets qui s'appellent Agora. Vous pouvez demander de l'argent pour un projet de vulgarisation. Mais il y a des discussions, on en parle aussi en collaboration avec le monde Wikipédia, avec le FNS, pour voir si on pourrait pousser pour que les chercheurs doivent non seulement faire de l'open access, mais en plus pousser pour que ces choses soient pas seulement là et disponibles, mais puissent être et soient réutilisées dans le grand public. Donc voilà, en conclusion, je pense que ces questions d'open access, je voulais vous montrer que ce n'est pas juste une question pour les chercheurs. Dans un sens, pour les chercheurs c'est important, mais d'un autre côté, voilà, moi je bénéficie du travail des bibliothécaires. La plupart des journaux pour lesquels je vais, je n'ai même pas besoin de me poser la question, je tape le nom, puis j'ai accès à l'article depuis mon bureau, ça marche. Donc, dans un sens, je suis même pas, si je n'avais pas un intérêt personnel, je ne suis même pas le premier concerné. Mais il y a beaucoup d'intérêt, grand public, pour avoir accès à ces données, même si on ne le voit pas. Quand vous allez sur Wikipédia, vous ne pensez pas open access, mais beaucoup de choses open access reviennent dans Wikipédia et sont utilisées pour le grand public. Ce qui m'amène à la question. Oui, donc je voulais juste savoir si Wikipédia a accès aux réseaux sociaux, aux images des réseaux sociaux, je pense à Instagram, peut-être à Facebook ou à Pinterest. Est-ce que ça pourrait être une source pour illustrer certains des articles Wikipédia? Donc je ne sais pas si tout le monde a entendu la question, c'est de savoir si Wikipédia a accès aux photos qui sont publiées sur les réseaux sociaux. La réponse courte, c'est non. Wikipédia publie du contenu sous licence libre. On n'est pas rentré dans les détails, mais il faut que l'auteur de la photo, ou du texte, ou du son, ou de la vidéo ait donné son accord pour une réutilisation plus ou moins sans limite. Il faut que l'auteur soit cité, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des articles, des photos publiées sur les réseaux sociaux.
si tu prends un article sur Facebook, en utilisant Facebook, tu as accepté les conditions d'utilisation où tu donnes une licence à Facebook pour utiliser ta photo, mais pas à tout le monde. Il y a d'autres cas, par exemple sur Flickr, les gens peuvent choisir leur licence. Donc il y a énormément de contenu de Flickr qui est marqué comme étant librement réutilisable, qui a été réimporté sur Wikipédia. Et là, on compte les images par dizaines de milliers. Parce qu'il y a énormément sur Flickr. Donc pour vous donner une idée, Wikipédia, on a à peu près 20 millions de médias. Donc images, vidéos sont principalement des images librement réutilisables, mais Flickr, je ne me souviens même plus si c'est dans les 100 millions ou encore plus. Donc là, il y a beaucoup de contenu, mais tout n'est pas réutilisable. Juste une petite remarque. Ok, dernière question. Chaque année ou tous les 6 mois, tous les utilisateurs de Wikipédia reçoivent un message. C'est dans un mois. Voilà. Alors, finissez la phrase quand même, je pense. Payez $1, payez 5, payez 10. Mais si vous voulez que Wikipédia survive, payez votre but. Très important. Je peux peut-être faire juste un commentaire à propos de ça. Donc, si vous n'avez pas compris la question, donc tous les mois, là ce sera fin novembre, fin décembre, pardon, toutes les années, vous avez un message pour notre campagne de financement annuel, Wikipédia. Donc, Wikipédia, quand vous faites un don, pour vous donner une idée, le budget c'est l'ordre de 40 millions de dollars annuellement au niveau mondial. C'est-à-dire des cacahuètes pour le 5e site le plus visité au monde. Les dons que vous faites, et pour vous donner une idée, c'est 600 000 francs récoltés en Suisse. Les dons que vous faites ne payent en aucun cas les éditeurs, la personne qui est payée pour contribuer. Par contre, voilà, c'est 20 milliards de pages vues par mois. Il nous faut plusieurs centres de données bien connectés à Internet pour les servir. Il nous faut plusieurs centaines de serveurs. Ça paiera ça en priorité. Et puis au niveau local, ça paiera genre les frais d'un bénévole qui va aller à un événement, prendre des photos, d'illustration, qui va aller discuter avec un musée. On a quelques salariés en Suisse qui vont discuter avec des musées, avec des institutions pour les convaincre de mettre leurs photos à disposition. On a une collaboration qui commence avec le musée de zoologie à Lausanne. On est en train de former leurs photographes pour qu'ils puissent contribuer ce qu'il a fait sur Wikimedia Commons. On a plusieurs collaborations avec la bibliothèque cantonale et universitaire qui nous donnent des biographies de personnalités vaudoises qu'on intègre sur Wikipédia. Donc ça soutient les bénévoles indirectement. Voilà, c'était un peu une parenthèse, mais puisqu'on m'a posé la question, je le fais.